nouvelle façon de voyager. Messieurs, dames, bonsoir et ravi de vous retrouver à travers cette grande édition d'information sur Tambra Télévision et toutes nos excuses pour ce léger retard indépendant de notre volonté. Cela dit, suite à la déclaration de la société civile tenue le samedi 5 février dernier, l'acteur de la société civile nigérienne, Lawali Isseyyabou, revient dans ce contexte tout en élargissant le rôle d'une société civile et la situation actuelle de ces acteurs au Niger dans un entretien qu'il nous a accordé, dont je vous propose un extrait avant la partie magazine de ce journal. La déclaration que nous avons rendue le samedi passé, une déclaration qui s'est étalée sur le contexte socio-politique actuel. Vous savez, certains citoyens utilisent les dispositions constitutionnelles à fond pour exercer du reste leurs droits. Et je rappelle ici que nous sommes dans une démocratie sociale, c'est une société qui se construit démocratiquement, c'est ça la démocratie sociale, qui offre un certain nombre d'avantages, mais aussi qui met un certain nombre de restrictions parce qu'elle encadre. Nous ne sommes pas dans l'anarchie, nous sommes dans une république démocratique. Nous sommes donc dans ce contexte, et cette déclaration s'adressait à un certain nombre d'agissements. Et en tant que société civile, on est autorisé par l'État. Il n'y a que les syndicats qui sont créés par déclaration, parce que définis par le Bureau international du travail, tenu par les conventions internationales. Mais la société civile est tenue par le pacte de Busan. Je pense que la seule société civile qui est reconnue, qui a signé le pacte de Busan de 99, c'est le RODAD, qui était à Busan dans la définition même de la société civile mondiale. Lawali Isseyyabou, que vous retrouverez en fin d'édition. Depuis les événements du 9 février 1990, les scolaires nigériens réclament toujours justice pour leurs camarades tombés lors de la manifestation. Et c'était 3 étudiants qui ont péri à cette occasion. Une de nos équipes est allée faire le point des préparatifs de l'anniversaire de ces événements avec le secrétaire général de l'USN. 32 ans d'impunité, 32 ans de crimes et d'assassinats. L'USN, à travers ses sections et ses militants, commémore chaque année l'anniversaire de ces martyrs. Il s'agit tout simplement de notre camarade Aliona Anti, Issa Kakeni et 32 ans d'impunité, 32 ans de crimes et d'assassinats. L'USN, à travers ses sections et ses militants, commémore chaque année
l'anniversaire de ces martyrs. Il s'agit tout simplement de notre camarade Aliona Anti, Issa Kakaini et Abdou Massagir. Vous vous souviendrez qu'aujourd'hui, 32 ans après, il n'y a pas eu justice. C'est pourquoi nous sortons de façon pacifique pour rappeler au gouvernement sa mission régalienne, celle qui consiste à rendre justice à ses filles et fils de ce pays. Et donc il est prévu demain, 9 février 90 et 2022, n'est-ce pas, une marche pacifique ici à Niamey et à l'intérieur du pays. À Niamey, les sections de l'ISN et le comité directeur vont se converger vers le rond-point Kennedy, baptisé rond-point des martyrs, pour rappeler, pour revendiquer, n'est-ce pas, cette justice. Parce que le dossier, je vous le rappelle, est dans un état de somnolence. Il est toujours dans un état de somnolence, ainsi que ne nous donne aucun espoir. Parce que nous avons eu un peu d'espoir sous le régime d'Issoufou Mamadou, parce que nous avions dans son régime, dans son gouvernement, certains anciens cadres qui, à l'époque, ont énergétiquement défendu, ont en tout cas dit qu'ils sont prêts à défendre l'injustice, la justice du monstre, et que c'est eux aujourd'hui qui, une fois dans le gouvernement, ont mis aux oubliettes ces dossiers et se sont mis à leurs préoccupations. Donc, vous voyez, nous pouvons en tout cas nous dire, ça risque de nous tromper, que cela a été oublié. Parce que si déjà après 32 ans, on continue toujours à commémorer, il n'y a aucun espoir en fait. Le thème de cette retenue pour ce 32e anniversaire est la résilience des scolaires nigériens face à l'extrémisme violent. Ne saviez-vous que le Sahel en général et notre pays en particulier se retrouve dans un contexte à la fois caractérisé, n'est-ce pas, par une insécurité due au terrorisme et, n'est-ce pas, par une insécurité au niveau des différentes frontières. Et cela n'est pas sans conséquence lorsque nous constatons à l'est, à l'ouest, au sud du pays, des réfugiés de tout genre venus pour occuper notre territoire. Cela est inquiétant. Lorsque nous voyons nos militaires tomber sur le champ d'honneur et de bataille, cela est inquiétant. Lorsque nous voyons des scolaires nigériens intégrer, n'est-ce pas, et ces terroristes-là, pour soit les informer ou bien soit batailler à leur côté, cela inquiète. Tout cela aujourd'hui nous pousse à appeler les scolaires à être résilients face à l'extrémisme violent. Restons toujours avec les scolaires pour signaler que la lutte traditionnelle dénommée Sabre des Martyrs, organisée dans le cadre de la commémoration du 32e anniversaire des événements tragiques du 9 février 1990, a pris fin cet après-midi et c'était en présence du ministre de la Justice, de la Jeunesse et des Sports. Compte rendu Ramatou Oumarou, Ibrahim Kantama. La finale de cette 3e édition de lutte traditionnelle dénommée Sabre des Martyrs, organisée par le comité exécutif de l'Union des étudiants nigériens à l'université de Niamey, dans le cadre de la commémoration du 32e anniversaire des événements tragiques du 9 février 1990, s'est déroulée en présence du ministre de la Jeunesse et du Sport, du doyen de la faculté des Lettres et Sciences Humaines et plusieurs autres acteurs concernés. A mis au prix Moussa Adamou de la FSEG et Abdelaziz Garba de la Flash. C'est ainsi à l'issue du combat, Abdelaziz Garba a terrassé son adversaire Moussa Adamou. Il a remporté les sabres de cette 3e édition avec une moto Cassia et une enveloppe. Cette activité initiée par le comité exécutif de l'UNUN vise à renforcer le vivre ensemble et la cohésion sociale en milieu universitaire. Comme vous le savez, nous sommes des étudiants avant tout, mais également nous sommes des citoyens et nous sommes de ceux-là qui ont l'amour de leur patrie et nous sommes de ceux-là qui sont porteurs de la valorisation de la culture locale. Notre objectif à travers cette activité, c'est de valoriser notre sport favori, qui est la lutte traditionnelle.
Et nous sommes dit que la meilleure façon d'unir les étudiants à l'université, c'est à travers la culture. Vous l'avez constaté, comme chaque année, nous n'avons pas, comme la culture et le sport, pour unir les camarades. Donc en ce sens, nous lançons un appel solennel à l'ensemble des camarades à plus d'unité, à plus de cohésion sociale et aussi à cultiver le vivre ensemble en milieu universitaire. J'aimerais profiter de ce micro également pour saluer le comité d'organisation qui d'année en année ne cesse d'apporter des réformes dans le sens d'améliorer ces différentes prestations culturelles et sportives. Le doyen de la faculté de lettres et sciences humaines, dans son allocution de clôture du tournoi des martyrs, a souligné l'importance du sport pour la communauté estudiantine. Je réalise que cette jeunesse sur laquelle il faut compter a un sens élevé de la promotion et de la valorisation des valeurs nigériennes et par-delà des valeurs africaines. Alors, la lutte traditionnelle, c'est un événement justement qui consacre ces valeurs. Donc je ne peux que vous encourager à poursuivre cette recherche des niches dans lesquelles se trouvent nos valeurs et de manière à ce que, comme je le dis souvent, nous pouvons appeler tout le monde à décoloniser le Niger. La promotion de nos valeurs, c'est cela l'important. Monsieur le ministre de la Jeunesse, j'avais pensé que le secrétaire général de l'ONU allait vous dire qu'à l'occasion de la rentrée culturelle, nous avions souhaité que le stade universitaire soit mis aux normes, qu'il y ait des gradins, qu'il y ait la possibilité de payer son billet d'entrée pour soutenir le sport universitaire. Le secrétaire général de l'UNUN a enfin remercié toutes les autorités, les recteurs et l'ensemble de la communauté de l'université Abdou Moumouni pour l'organisation reçue de cette 3e édition du championnat de lutte des martyrs qui a permis de détecter de nouveaux talents. Intéressons-nous à présent à la cherté de la vie au Niger. Ces dernières années, cette situation commence à effrayer la chronique au plan national. Certains produits de première nécessité connaissent une hausse, ce qui n'est pas sans conséquence sur les ménages. Constat, Ralia Sami. Au Niger, la question du coût de la vie se pose ces dernières années avec acuité. Les prix des denrées de première nécessité ne cessent de grimper. La vie chère, telle est la plainte qui retentit de toutes parts. C'est un mal que chacun constate et ressent et dont souffrent petits et grands. Malgré les efforts fournis par les autorités pour réduire le coût de la vie, l'autosuffisance alimentaire demeure encore un défi. Le constat est évident. Les produits de première nécessité ont connu une hausse très sensible. On a connu un renchérissement du coût de la vie, particulièrement des céréales, maïs, mil, sorgho, dû à l'interdiction d'importation du Bénin et du Burkina Faso. Et cette année, la saison pluvieuse n'a pas été bonne, la récolte n'a pas été du tout bonne pour notre pays. Donc ces deux problèmes jumelés ont fait que jusqu'ici le prix des produits de première nécessité coûte cher. Donc cette situation malheureusement on ne le souhaite pas, mais on pense que ça risque d'être un peu encore plus cher du fait de l'interdiction aussi de sortie de ces céréales-là du Mali et du Burkina Faso. Sur les différents marchés de la capitale, tous les prix se sont envolés. Le riz, l'huile, le lait, la tomate, le savon, etc. Presque tous les produits de première nécessité sont difficilement accessibles pour les petites bourses. Cette situation vient s'ajouter au pouvoir d'achat déjà précaire de nombreux consommateurs qui, malgré tout, mesurent l'ampleur de la situation. Là aussi, il y a les questions, non seulement les questions d'insécurité, mais aussi il y a la question de fiscalité. Certainement, il y a l'impact douanier, il y a l'impact de la fiscalité. Donc, tous ces paramètres réunis ont fait que les produits coûtent excessivement cher présentement sur le marché. Donc, réduire, ça dépend de l'État. L'État, à travers son stock national de sécurité, peut organiser des opérations vente à prix modéré. Et là, c'est une subvention qui ne dit pas son nom,
C'est en cela que ça peut peut-être à la limite, au lieu de réduire, ça peut stabiliser les prix de produits de première nécessité sur le marché. Peut-être l'État sait que peut prendre des initiatives d'incitation à l'importation ou des initiatives de remise par exemple de certaines taxes pour faire en sorte que le prix de produits soit stable, soit en tout cas baisse sur le marché. Mais nous, en tant qu'association de consommateurs, tout ce qu'on peut faire, c'est informer, sensibiliser, alerter les autorités et éventuellement faire des propositions. Même si certains consommateurs estiment que ce sont les commerçants qui ont procédé sans vergogne à l'augmentation des prix de certaines denrées alimentaires, il revient au pouvoir public de mettre fin au désordre criard très perceptible sur les marchés, ce qui permettra de soulager le panier de la ménagère en particulier et les ménages en général. La suite de cette édition, les femmes nigériennes exercent plusieurs activités génératrices de revenus qui fait partie de la politique du gouvernement sur l'autonomisation de la femme. Mais l'insécurité dans certaines zones du pays pose plusieurs impacts. C'est notamment le cas des femmes de la commune rurale de Bangui qui ne sont pas épargnées. Voyons tout cela avec Zainab Kagara. Les femmes participent de manière considérable à l'économie rurale dans toutes les régions du Niger. À Tawa, les femmes de la commune rurale de Bangui exercent plusieurs activités génératrices de revenus, ce qui favorise leur autonomisation sur le plan économique, avec des avantages appréciables, notamment dans le secteur agricole, de l'élevage et ou dans les marchés des emplois ruraux. Ces femmes jouent un rôle crucial dans la vie sociale. mai da kuli-kuli su a nika gujiya a yi kuli-kulinta su sai da mai suna kai 'yan kasuwanni na kusa gare mu da nan cikin gari. Sa'annan gujiya akasari ana sota daga kasuwar Nigeria da nan kuma cikin gari don ga su jama'a na aza ɗan abin gansu. Sa'annan akwai hillani akasari ma garin Bangi sai mu ce hillani sun kamar irin shayi ga gari suna alfahari da nonon su, suna sana'a da nono, suna yin hadda ciku ga yace don an samu tallahi ma wata kungiya ta adara ta kawo musu kayan aiki na yadda ake sarrafa nono a maida shi ciku tun da sun iya shi. Zamana muke nan Bangi ba mu aikin komi mu mata sai wata babban mu kungiya ta zaka ta kafa mana ta zo wani gari ta gano wanga abin ta ce mata ku tashi ku bar aikin banza. Muna zamna hulla ta haɗi ƙungiyar mu sunanta nan Bangi ta ce mata ku bar aikin banza, tattahe da mu ga daji muna wanga aikin mun ka samu an ka tallafa mana an ka mana rijiya ba mu da jalli muna nan muna yi muna son mu ci gaba da wanga aikin nan ƙasar Nijar Bangi har kowa ya sani nan Nijar. Toutes ces activités génératrices de revenus sont au ralenti pour cause d'insécurité dans la zone selon ces femmes. Bisashe yawanci duk an kakashe su, yawanci an amshe, yawanci an watse su, maza ba a san inda suke ba, bisashe wasu ba a san inda suke ba. Kenan yanzu dan kalilan da suke nan tare da su suke da sarrafawa. Ces populations font face aussi à la mauvaise récolte liée à l'insécurité. Wajen noma saboda baka ka ta gona can kai da a gona kana tsoron menene zai faru a gare ka cikin daji, sa'annan bayan gidanka kuma da ka bari har wajen kuma kana tsoron ya ka bari wannan iyalin naka suna nan lahiya ba su lahiya, noma ana yi ana tattabo ana rugu a gida kana tsoron ka iske ka can kuma sa'annan kana tsoron mi ka bari nan gida mi ya iske iyalinka da ka bari gida. Kenan ko ga shi ma noma an samu cikas bisa gare shi don shi ƙananan sana'o'i na tusiwa kuma 'yan kasuwan ne ake biya da sana'o'i ya an yi ma yara su ɗoka su sai kasuwa ko su masu mai masu nono su ɗoka su kai kasuwan mu na kusa don ana tsoro duk wannan ya hana shi. Promouvoir l'accès à tous ces ressources et au marché, tel est le souhait de la population de la commune rurale de Bangui.
Les plus hautes autorités doivent revoir leur politique sécuritaire dans toutes les zones touchées par le problème de sécurité, car assurer la sécurité des citoyens est un droit de chaque citoyen qui incombe au gouvernement. C'est aussi un des cris de cœur des populations de cette commune. Place à présent à la partie magazine de cette édition consacrée à l'entretien que nous a accordé l'acteur de la société civile nigérienne Lawale Isayabou sur le contexte de la déclaration de la société civile du samedi 5 février dernier et le rôle crucial de la société civile. Très bonne réception. Bonsoir. La déclaration que nous avons rendue le samedi passé, une déclaration qui s'est étalée sur le contexte socio-politique actuel. Vous savez, certains citoyens utilisent les dispositions constitutionnelles à fond pour exercer du reste leurs droits. Et je rappelle ici que nous sommes dans une démocratie sociale, c'est une société qui se construit démocratiquement, c'est ça la démocratie sociale, qui offre un certain nombre d'avantages, mais aussi qui met un certain nombre de restrictions parce qu'elle encadre. Nous ne sommes pas dans l'anarchie, nous sommes dans une république démocratique. Nous sommes donc dans ce contexte. Et cette déclaration s'adressait à un certain nombre d'agissements. Et en tant que société civile, on est autorisé par l'État. Il n'y a que les syndicats qui sont créés par déclaration. Parce que définis par le Bureau international du travail, tenu par les conventions internationales. Mais la société civile est tenue par le pacte de Busan. Et je pense que la seule société civile qui est reconnue, qui a signé le pacte de Busan de 99, c'est le RODAD, qui était à Busan dans la définition même de la société civile mondiale. Mon représentant qui était à Busan a signé la déclaration, elle se trouve sur Google, elle se trouve partout. Nous faisons beaucoup de travaux à côté de l'État parce que la société civile ne se crée pas contre l'État. La société civile se crée à côté de l'État pour relever les déficits de l'État, pour aider l'État à faire ce qu'on appelle le relèvement communautaire, tant moral, tant éducatif que physique, à travers l'appoint, la construction des forages, la construction des écoles. C'est ça la société civile. La société civile ne déconstruit pas l'État. La société civile a été créée pour renforcer l'État. La société civile a été créée pour accompagner l'État. Il faut que les gens le comprennent. La société civile ne saurait s'opposer ou neutraliser l'État. C'est vrai, c'est un contre-pouvoir. C'est vrai, il alerte. Mais la société civile ne peut pas se substituer à l'État. Parce que l'État, c'est le garant. Mais lorsqu'une société civile essaie de collaborer avec un certain nombre des fauteurs en eau trouble de la sous-région, qui sont subjugués à des mercenaires, Wagner, tout de suite, vous avez vu, le président russe a dit que non, la Russie n'a aucun accord avec le Mali. C'est une société privée, commerciale, qui a des intérêts, qui a un accord avec les autorités maliennes. Lui, ce qui l'intéresse, c'est l'Ukraine. Mais vous allez voir sur la toile des plaisantins raconter des choses. C'est quoi l'objectif? C'est de créer le désordre et de créer une situation où il y aurait des morts pour justifier l'introduction dans l'ordre républicain des forces rétrogrades, pour justifier le recul. Non. Nous, ici au Niger, le Niger n'est ni le Mali,
ni le Burkina, ni la Guinée. Le Niger, c'est une démocratie consolidée. Et cette démocratie, elle est sociale. Vous avez vu le président Bazoum, depuis qu'il est venu, c'est un président ouvert. Le palais présidentiel est devenu le palais du peuple. Il reçoit tout le monde, il écoute tout le monde. Mais ce n'est pas au lendemain de sa rencontre avec certains leaders de la société civile à leur demande. Ceux qui ont demandé d'aller écouter le président sur les questions de sécurité. Le président a reçu le coordonnateur TLP Michael. D'abord, il lui a expliqué tout. Michael a dit, lui, il ne peut pas porter sur lui. Il veut aller voir ses camarades pour venir. Que le président dise à ses camarades devant eux tout. Il les a reçus pendant plus d'1 heure. Il a tout dit. Ils sont sortis, raconter des histoires, déformer ce que le président a dit. Mais nous savons, parce que nous avons des conseillers qui ont participé à cette audience. Tout ce que le président leur a dit. Ils sont sortis déformés, qu'à cela ne tienne. C'est de la démocratie, c'est de la pluralité d'opinion. On les a regardés, l'opinion a entendu ce qu'ils ont dit. Mais cela ne les a pas déprogrammés de leur programmation de marché. En dépit de la rencontre avec le président, ils projettent une marche avec une panoplie de revendications. Non, certes, notre programme de la Renaissance enregistre les demandes sociales, enregistre certaines interrogations sociales, mais nous avons un programme, nous avons des résultats à atteindre. Donc nous ne pouvons pas cautionner la récréation. La République ne peut pas être à récréation tout le temps. Il y a un temps pour le travail, il y a un temps aussi pour illustrer ou enregistrer certaines revendications. Mais une République ne peut pas être revendicative tout le temps. On ne peut pas permettre à ce que la République soit troublée. Il n'y a aucune justification aujourd'hui au Niger pour que les gens puissent continuer à se réveiller, à dire que non, au nom de la liberté, ils seront toujours dans la rue, et toujours dans la rue, toujours des meetings. Donc c'est pour cela que notre déclaration, en tant que société civile républicaine, en tant que société civile consciente de notre fonctionnalité, en tant que ceux qui font de la société civile, parce que société civile, c'est venir travailler à côté de l'État, renforcer les déficits de l'État, aider l'État, pas déconstruire l'État. C'est ça notre option, et c'est ce que nous faisons tous les jours, et ce n'est pas aujourd'hui que certains vont sortir pour dire que nous sommes de gauche, mais moi je suis de gauche. Je suis de gauche avant la création du PNDS. Et je suis PNDS. Est-ce que j'ai caché à quelqu'un? Est-ce que j'ai caché ma campagne pour le président Bazoum? Quand le président Bazoum m'a appelé pour me nommer conseiller, je suis rentré, il s'est levé, il m'a embrassé pendant plus de 3 minutes. J'ai senti une fierté. Il a dit, camarade TSA, vous vous souvenez, quand vous étiez à Maradi, juste après le 9 février, pour faire entrer les scolaires, la nuit qu'on a passée chez moi, le débat qu'on a fait en 91. Je suis le même. Je veux que vous m'aidiez à relever les défis du développement, le défi de lutte contre la corruption. Je veux que vous m'aidiez. Venez travailler avec moi. Je vais dire non. Je ne suis pas pour ces valeurs-là. Les gens pensent que c'est le petit salaire du conseiller. Ils savent combien je touchais à l'international. Est-ce que j'envie même 5 ministres par mois? Mon salaire. Des petits plaisantins ici, là, se cachent à Niamey pour se foutre des gens. Ils mettent sur la toile. Je suis là avec l'emblème du PNDS, mais je suis PNDS. Je ne le cache pas, moi.
Et je suis leader de la société civile. Et ce n'est pas au Niger. Partout, même sur Google, vous tapez, vous allez voir. Donc, il faut qu'ils arrêtent leur plaisanterie. Nous savons ce que nous faisons et le peuple est témoin. Quand nous sommes battus contre le Tazariti, contre la démolition des institutions, ils étaient où? Donc, essayons de respecter les gens. Vous avez vu, le président Bazoum a signé le statut de l'opposition, mais c'est l'ordonnance sur le statut de l'opposition qui lui impose ça et qui a fait que, comme il est respectueux des lois et règlements, il a signé. Le chef de file de l'opposition, c'est le président de l'Omana, qui a tous les avantages, qui est un chef d'institution. Alors, est-ce que le président Bazoum se cache pour manger seul, comme on dit, pour partager seul? Non, le président Bazoum partage selon la légalité, selon la démocratie. Il est ouvert, il n'est pas fermé. Donc soyons sérieux. On va sortir manifester à Niamey, partout, contre un dictateur le vendredi. Qui va sortir? Le président a rappelé que les libertés seront respectées. Mais les libertés, elles seront respectées selon la loi. Les libertés, elles ne sont pas absolues. Nous ne sommes pas dans un état naturel. Nous sommes dans un état civilisé. Et qui dit civilisé dit les lois et règlements. Et qui dit loi et règlement dit restriction. Aux États-Unis, vous savez, chaque jour, ce qu'on appelle les indignés, ils sont toujours persécutés, ils sont en prison. Qui en parle? Pourquoi le Niger va-t-il être cet état idéal? Non. Nous sommes dans la civilisation. La civilisation a ses outils d'émancipation. La liberté de l'autre s'arrête là où commence la liberté des autres. C'est clair, la liberté, ma liberté s'arrête où démarre ta liberté. Donc il y a une sorte de restriction, une sorte d'hiérarchie. Donc le Niger ne sera pas ce pays où les gens vont faire ce qu'ils veulent. C'est pas ça la démocratie. La démocratie, c'est faire ce qui avantage le collectif. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.